Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Maïs Moussi, consultant bancaire, et de nos éditorialistes Alfred Chango et Jean-Marie Bitomo. 10 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale organisent à Libreville au Gabon une rencontre sur la corruption. Un rendez-vous qui doit leur permettre de mettre en place un réseau des institutions nationales de lutte anticorruption. Paul de Singwe. Ils souhaitent éradiquer la corruption en Afrique centrale. 10 États de la CEAC se sont réunis à Libreville dans le but de mettre en place des mécanismes afin de combattre ce fléau. À l'issue de cette rencontre, le RINAC, le réseau des institutions nationales de lutte anticorruption, verra le jour. Des études réalisées par des institutions très sérieuses ont montré que l'Afrique centrale, espace CEAC, perd chaque année 40% de ses ressources à cause de la corruption et que nous avons aujourd'hui environ 55 milliards de dollars US en flux financiers illicites, donc qui quittent l'Afrique pour d'autres continents. La situation est grave et l'espace CEAC à lui seul représente environ un tiers des richesses de l'Afrique. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, les 16 pays les moins cotés pour réaliser les affaires au monde se trouvent en Afrique, dont 4 dans la seule sous-région Afrique centrale. Le RINAC devrait donc permettre de renforcer les capacités de ses membres en multipliant le partage des connaissances et d'informations afin de mieux lutter contre la corruption dans cette zone. Le problème qui se pose, c'est un problème du respect de l'autorité de l'État. Si on respecte l'autorité de l'État et qu'on ne se plie aux questions des institutions de contrôle, à ce moment, on saura qui est qui. Mais si les gens, forts de leur capacité de corruption, parce qu'ils ont corrompu X ou Y, se font résistants au contrôle, on peut créer toutes les règles du monde, les décisions de contrôle seront limitées. Le RINAC est doté d'un pouvoir flexible qui lui permettra de combattre la corruption à l'intérieur des États, mais aussi au-delà des frontières nationales. Entre 2015 et 2017, ce réseau de lutte contre la corruption sera axé sur la visibilité du réseau et le développement de ses institutions. Jean-Marie, que pensez-vous de la mise en place d'un réseau des institutions nationales de lutte anticorruption ? C'est un beau vœu de mon point de vue, Fanny. Si vous voulez, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre, si vous voulez, les méfaits de la corruption et des détournements de fonds en Afrique. Je l'ai dit toujours sur ce plateau. De mon point de vue, ça devrait être dans nos États africains. Je parle pas des autres. Les autres États dans le monde sont déjà relativement mieux développés. Je parle des États, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En Afrique, pour moi, ça constitue des crimes économiques en tant que tels. Quand vous voyez les montants qui sont détournés à l'Afrique, si vous voulez, dans tout l'ensemble du secteur, par ses propres, par ses propres enfants d'abord, dans un premier temps, et plus les mafias internationales, ça freine le développement à un niveau tel que l'Afrique pourrait se développer, si vous voulez, en l'espace de 3, 4, 5 décennies maximum, si on y consacrait toutes les potentialités et les ressources dont regorge l'Afrique. Et en particulier ici, là nous nous trouvons dans le cadre de la CEAC. C'est dans l'Afrique subsaharienne, c'est une des régions, si vous voulez, qui recouvre pratiquement un tiers de toutes les ressources naturelles, les potentialités, c'est-à-dire les richesses africaines. Et vous avez cette zone-là, ça ce serait mon deuxième point d'intervention, Fanny, cette zone-là qui est la plus reculée, la plus arriérée, dans lesquelles on laisse plus ou moins, vous avez moins, de dévouement des gens, vous avez moins d'engagement politique, si je fais une comparaison avec la zone régionale de l'Afrique de l'Ouest, donc pour moi, c'est un scandale. Je souhaite tout simplement que ça ait du succès, ce qui est en train de se mettre en place, parce que c'est un scandale, globalement, tout simplement. Maïs, l'Afrique centrale perdrait chaque année 40% de ses ressources à cause de la corruption. Comment expliquer que cette région soit autant touchée par ce fléau ? Je pense que les mécanismes de lutte contre la corruption ne marchent pas. Aujourd'hui, on nous parle d'un réseau des agences de lutte contre la corruption. Lorsqu'on regarde l'architecture institutionnelle, il y a déjà un problème de compétence qui se pose. On a en Afrique, tous les pays d'Afrique centrale ont ce qu'on appelle une agence nationale d'investigation financière, dont le but est de lutter contre les flux financiers illicites, qui comprend la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption. Ensuite, on a créé des agences nationales de lutte contre la corruption, dont la mission est de lutter contre la corruption. À côté de ça, on a des tribunaux financiers, dont la mission est de lutter contre la corruption. Et on se retrouve avec toutes ces organisations dans des conflits de compétences qui sont réguliers. Moi, je pense qu'il devrait y avoir
une organisation faîtière qui est l'Agence nationale d'investigation financière, qui est en charge de la lutte contre tous les flux financiers illicites, qui comprend la lutte contre la criminalité transnationale organisée. À côté de ça, on a les tribunaux financiers qui assurent la partie pénale des affaires. Donc il faut déjà le faire. En démultipliant les ressources, en fait, il y a de la déperdition financière et puis chaque institution se repose sur l'autre. Et puis, pour terminer sur ce sujet, il faut de la volonté politique. Il faut que les chefs d'État, que les gouvernements en fonction mettent en place et affirment une volonté de lutter contre la corruption et sanctionnent lorsque les faits de corruption sont avérés pour montrer l'exemple. Alfred, rapidement pour le Burundais Gabriel Rufiri, qui est président de l'Observatoire de lutte contre la corruption. La longévité au pouvoir des dirigeants de l'Afrique centrale fait de la corruption une véritable arme de pouvoir. C'est ce qu'il dit, je cite. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est en partie vrai, effectivement. Plus un président dur au pouvoir, plus il crée de la clientèle autour de lui, et moins il peut réprimer lorsqu'il y a des actes de détournement de biens publics, de vol, etc. Donc moins il sanctionne. De temps en temps, pour apaiser sa conscience ou la conscience nationale, on va arrêter de peler un tondu par-ci, par-là. Et une fois l'écume passée, c'est fini, ça reprend de la même façon. Donc, pour éviter effectivement qu'il y ait des corrupteurs et des corrompus, il faut effectivement que les dispositifs, les mécanismes qui existent puissent avoir la capacité, la possibilité d'agir, qu'il n'y ait pas d'impunité, qu'il n'y ait pas d'intouchable, et que la justice fasse son cours chaque fois que des choses de cette nature sont constatées. Dernière chose, effectivement, oui, souvent c'est dans la passation à des marchés publics. Et puis il y a la petite corruption qui gangrène la vie de tous les jours, le policier qu'on corrompt, l'administratif qu'on corrompt. C'est toutes ces choses-là qu'il faut éviter en payant les salaires des agents publics comme il se faut. On éviterait une partie justement de cette déperdition-là. Merci. Dans l'actualité également, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne. L'estimation se situerait à 3,8% cette année contre 5% en 2014 en taux réajusté en raison de la baisse des prix des matières premières. Ibrahima Djoumaba. Le Fonds monétaire international revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne. L'institution monétaire prévoit une croissance de 3,8% en 2015 pour la région au sud du Sahara. Initialement, le FMI avait prévu une croissance de 4,5% pour cette partie du continent. La première explication, c'est le ralentissement économique mondial, et notamment dans les principaux pays émergents qui avaient tendance à tirer l'économie mondiale vers le haut. En raison de la diversification des appareils productifs, mais surtout des partenaires économiques dans la plupart des pays africains notamment, ils s'étaient tournés vers les pays émergents. La situation de ces derniers a tendance à influencer les pays africains. La révision de la croissance en Afrique subsaharienne s'explique par la baisse des prix des matières premières, mais aussi par la faiblesse de la demande du premier partenaire commercial de la région, la Chine. Les observateurs estiment que les États africains doivent développer le commerce intérieur et interafricain afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des pays émergents. Lorsque les matières premières se vendaient mieux, les finances publiques de ces pays avaient tendance à s'améliorer. Il faut améliorer la productivité ou la qualité du capital humain. Il faut exercer une pression à la hausse sur la demande intérieure, élever le niveau de la classe moyenne, ce qui permettra d'améliorer la demande intérieure et puis faire en sorte que le commerce entre les pays africains augmente plus substantiellement. Dans son rapport du mois d'octobre 2015, le FMI a revu à la baisse la croissance mondiale et celle de la plupart des pays émergents. En 2016, la relance de l'économie devrait être effective pour l'Afrique subsaharienne pour atteindre 4,3%. La croissance économique des pays africains souffre de l'épidémie Ebola, du terrorisme et de la baisse des prix des matières premières. Jean-Marie, le FMI explique que le ralentissement est en partie dû à une demande chinoise plus faible. Or, la Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique souffre de sa faible diversité de partenaires commerciaux ?
C'est pas tant vis-à-vis des partenaires commerciaux, Fanny, c'est beaucoup plus parce que l'Afrique n'a pas de dynamique interne, si vous voulez, d'échange et de croissance en tant que telle, une dynamique autonome. L'Afrique est dépendante, si vous voulez, de l'extérieur au terme de ces échanges internationaux, tout simplement. Pourquoi? Parce que on a très peu d'échanges dans les États. Très peu d'échanges interafricains. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous tirez la dynamique, si vous voulez, économique qui n'existe même pas déjà chez nous en Afrique, qui convient de construire maintenant, mais intelligemment, en prenant en compte, si vous voulez, tous ces paramètres-là qui font en sorte que l'Afrique, n'ayant pas de dynamique interne, économique propre, on a une dépendance extérieure qui fait en sorte que dès que vous avez la moindre fluctuation économique au niveau international, nous sommes, alors que nous sommes le bassin des matières premières, si vous voulez, qui contribue à approvisionner l'économie mondiale. Mais dès qu'il y a le monde souffle à l'intérieur, c'est-à-dire nous sommes les pays qui sont les plus touchés. Donc l'impératif pour les États africains aujourd'hui, c'est de construire une dynamique de croissance interne. Alfred a parlé du NEPAD là tout à l'heure. Le NEPAD, ça permettrait de fluidifier des échanges. Ça, c'est un exemple que je peux prendre comme celui-là. Donc c'est une dynamique de croissance interne que l'Afrique doit mettre en place et surtout une industrialisation autonome et propre qui permette à l'Afrique de se développer beaucoup moins indépendamment des autres continents. Je l'ai déjà dit, si vous voulez, à plusieurs reprises sur ce plateau, l'Afrique est le continent dans le monde qui peut vivre avec moins de dépendance vis-à-vis de ses partenaires dans ce monde dans lequel nous vivons. Il faudrait que les Africains le sachent, qu'ils en prennent conscience et qu'ils mettent en place les stratégies pour pouvoir y parvenir. Maïs, est-ce que l'Afrique doit favoriser ces échanges intra-africains? Absolument. Absolument. Il devient urgent de favoriser le commerce intra-africain. Qui est à des niveaux qui ne sont pas encore de nature à permettre la dynamique économique dont parle Alfred. En réalité, nos pays ont un problème de structure, des problèmes dits structurels, c'est-à-dire que le modèle économique sur lequel ils sont construits ne sont pas viables. Nos économies sont basées essentiellement sur des rentes, soit minières, ou des rentes pétrolières. Et lorsqu'on est dans ces situations, on est soumis au choc exogène et on a très peu de résilience. Donc de ce point de vue, il faut arriver à diversifier l'économie. Le commerce intra-africain, c'est très bien, mais pour faire le commerce, il faut que les pays soient reliés. Je milite, mais de façon résolue, pour qu'on mette en place ces marchés communs. On a absolument besoin sur le continent de faire en sorte que les pays qui sont frontaliers, qui sont dans la même zone économique, puissent avoir des marchés communs, de façon à faire en sorte à faire des économies d'échelle. D'une. De deux, il est urgent de faire en sorte que les pays soient reliés par des voies de communication. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de route entre les États. Il faut qu'on arrive à partir du Congo au Gabon, du Cameroun au Tchad, par des voies où on peut transporter les marchandises. Donc ce sont des chantiers qu'il faut mener dans le cadre de chaque pays, des organisations sous-régionales et de l'Union africaine. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à la Guinée. Maïs, merci d'avoir été avec nous. Alfred, merci également. Merci beaucoup Fanny, j'étais très heureux d'être avec vous sur ce plateau et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Et Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.